La guerre entre le Sword et l'équipage de Barbe Noire a atteint son climax. C'est dans ce chapitre que s'est terminé l'un des plus grands incidents que le monde, mais surtout la marine, ait vécu. Garp, le héros légendaire, a disparu, son destin reste inconnu. Découvrez dans cette review le terrible futur qui attend Garp, pourquoi il n'est pas mort, mais surtout pourquoi Barbe Noire le garde en vie et quelles en seront les conséquences. Préparez-vous car je vous réserve du très lourd dans cette nouvelle review si vous désirez découvrir la vérité derrière les paroles et les actes d'Aokiji, comment Kobe a pu dévoiler une telle puissance et surtout pourquoi Teach possède actuellement tous les atouts pour découvrir des secrets que le gouvernement souhaite cacher. Eh bien, c'est tout ce qui vous attend dans cette nouvelle vidéo. Petit rappel habituel, dernier jour pour participer au concours sur Twitter pour gagner la Ichiban Kuji de Barbe Noire, le lien est en description. Ce soir et comme tous les dimanches, retrouvez-moi sur Twitch pour la relecture de ce chapitre d'anthologie. Si vous ne pouvez pas de panique, la chaîne secondaire pour les rediffs et plus encore se trouve en description. Maintenant, et je ne vous demanderai que deux choses, comme à chaque vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes sur cette review exceptionnelle ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous souhaite désormais de profiter comme il se doit de cette nouvelle vidéo. Le dernier chapitre s'éclot dans un stress absolu, une tension palpable suite à la scène finale montrant Garp allongé au sol. Tous les dégâts qu'il a pu subir sur la ruche et dans la guerre extraordinaire qu'il a menée contre les pirates de Barbe Noire auraient pu avoir raison de lui. Mais ce n'est pas le cas comme vous allez le découvrir dans ce nouveau chapitre qui commence par ailleurs par deux nouveaux flashbacks. L'un d'entre eux remonte pas si longtemps en arrière et prend place sur Amazon Lily, puisque nous avons l'occasion de découvrir ce qui s'est réellement passé après que Rayleigh soit intervenu pour sauver les Kuja. On y apprend que Barbe Noire voulait kidnapper pas moins de 800 soldats de la marine et réquisitionner un navire cuirassé. Le vice-amiral Yamakaji ne comptait pas contester puisqu'il n'en avait pas l'autorisation par ses supérieurs. De toute façon, il n'aurait strictement rien fait, soyons sérieux. Kobe, à son tour, agit à nouveau comme un héros et s'offre comme unique prisonnier en échange de la libération de tous les autres, chose que sera acceptée par Yamakaji car rappelons-le, Kobe en tant que Sword n'est plus officiellement soldat de la marine. Alors si Teach a pu penser à un instant que c'était un très bon deal, il était effectivement très loin du compte et ce pour plusieurs raisons. Il ne pouvait pas le savoir mais la valeur de Kobe aux yeux de la marine est totalement nulle, ce qui fait que 800 soldats auraient sans doute beaucoup plus fait réagir leur hiérarchie que Kobe, bien qu'il soit considéré comme jeune héros de la marine. Et c'est pourquoi j'ai du mal à comprendre la raison qui a empêché Teach de capturer à la fois Kobe et les 800 soldats et peut-être même Yamakaji. C'est un empereur, sa puissance dépasse largement tous les hommes qui s'opposaient à lui, il aurait pu avoir le beurre et l'argent du beurre et s'est malheureusement contenté du cadeau empoisonné qui était Kobe. On ne refera pas l'histoire mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été la décision la plus incroyable que Barbe Noire ait pu prendre volontairement. Un autre détail m'a interpellé et ça concerne les navires cuirassés de la marine. Plus précisément, quand Barbe Noire a réclamé qu'on lui attribue un cuirassé, je me suis souvenu qu'il avait formulé la même requête au chapitre 595. Il voulait en effet échanger Jewelry Bonnie récemment capturé pour un vaisseau de guerre de la marine. Ensuite, et là ça concerne Orochi qui au chapitre 929 avait également réclamé des navires de guerre au CP0. Si on peut totalement comprendre en quoi des bateaux équipés des dernières technologies militaires puissent intéresser des pirates voguant sur de vieux radeaux en bois, c'est cette même technologie qui me semble être la clé de cette demande récurrente. Je pense que si les navires cuirassés sont tant recherchés par les pirates et en particulier Teach, c'est pour naviguer sur Calm Belt grâce au granit marin recouvert sur leur coque. Ainsi, ils pourraient traverser toutes les mers beaucoup plus facilement et rapidement sans risquer une seule seconde de se faire attaquer par les rois des mers. Si Barbe Noire part lui aussi à la recherche des poneglyphes et qu'une véritable course contre la montre s'est déclenchée pour atteindre l'Aftel, un navire qui lui permet d'aller de mer en mer avec autant d'aisance pourrait l'aider à prendre une avance non négligeable dans la quête du One Piece. En tout cas, ce flashback n'aura eu comme effet que de montrer l'héroïsme pur et désintéressé de Kobe et ça, nous allons en reparler en profondeur à la fin de cette review. Retour au présent et bien que la situation n'ait pas l'air plus avancée qu'avant, Garp a un plan pour sauver tout le monde. Pour cela, tout le monde aura un rôle crucial et déterminant. Garp devra créer une ouverture pour permettre à Kobe de détruire la main géante. Gruss quant à lui devra protéger le navire des débris qui tomberont du ciel et Hermep devra agir en soutien pour permettre aux deux autres de combattre sans mal. Tous passent à l'action en commençant par Garp qui démontre encore une fois que malgré ses blessures et son affaiblissement, l'énergie qui lui reste est suffisante pour mettre à terre Aokiji et se déplacer assez rapidement sur la ruche pour atteindre en seulement quelques secondes le crâne qui culmine et porter un coup dévastateur à Pizarro en détruisant à nouveau une partie de l'île. Cette scène absolument légendaire encore une fois fait à nouveau briller Garp
sous une forme démoniaque. Il déploie une vitesse exceptionnelle allant même jusqu'à surprendre Aokiji et l'attaque qu'il utilise pour détruire une partie du crâne supérieur de la ruche se nomme Galaxy Divide, qui devient la troisième technique avec Galaxy Impact et Gangotsu Météore à se baser sur le lexique astrologique. Pour l'instant, je n'arrive pas à cerner la raison pour laquelle les techniques de Garp sont nommées de cette manière, mais si je parviens à trouver une justification valable, je tâcherai de l'analyser comme il se doit. Du côté d'Avalokitesaro, nous pouvons découvrir que malgré l'incroyable pouvoir que lui confère le fruit de l'île, son point faible est tout autant important, puisque chaque attaque portée à une zone qu'il contrôle de son corps lui vaut une véritable et douloureuse blessure physique. Et très clairement, ce n'était que le début. Si Garp détruisant une partie de la ruche peut représenter le pic de hype absolu du chapitre, ce n'est pas le cas, puisque c'est au tour de Koby de passer à l'action et tous les regards sont tournés vers lui. C'est en utilisant le Honesty Impact qu'il détruit dans son intégralité le bras d'Avalokitesaro, sauvant ainsi au dernier moment le bateau de la marine. Le jeune héros a encore une fois brillé de mille feux et fait honneur à l'instructeur qui avait placé en lui tous ses espoirs. Ce n'était ni Bogart, ni Sengoku, ni personne d'autre qui allait détruire ce bras, mais bien Koby. Quelle claque et quelle déception de ma part de l'avoir tant sous-estimé. Tu as tout mon respect, jeune héros, plus que jamais. Plus de 1080 chapitres après son apparition, Koby dévoile aujourd'hui une puissance qui le place à un sommet que peu ont été capables d'atteindre, et justement nous allons tenter de déchiffrer ce qu'il vient de se passer chez Koby pour développer une telle puissance. Les souvenirs de Garp nous apprennent qu'il ne l'a pas acquise par hasard. Dans un nouveau flashback, oui encore, nous découvrons que depuis le début, Koby s'entraîne en réalité comme Garp le fait depuis sa jeunesse. Ayant moins de compétences au combat qu'une personne lambda, c'est un entraînement 100 à 200 fois plus intensif que Koby doit suivre pour atteindre son rêve. C'est la raison qui l'a poussé à frapper les navires cuirassés toutes les nuits, endommageant mais aussi enrichissant ses points et sa force latente sommeillant en lui. Nous avons découvert la semaine dernière que c'est cet entraînement qui a développé un si grand pouvoir chez Garp et Aokiji. Comme ce dernier, Koby n'était pas destiné à devenir un héros, mais sa volonté l'a poussé au sommet. Tout s'explique désormais, c'est pourquoi Koby a eu une progression si fulgurante. Lui qui n'avait strictement aucune compétence lors de son introduction est parvenu à maîtriser les premiers pouvoirs du Rokushiki en seulement quelques mois d'entraînement, tout simplement car il suivait la voie des héros. Sa mini-aventure nous l'a d'ailleurs bien prouvé, je l'ai relu par curiosité histoire de constater si les bandes sur ses mains y étaient présentes ou pas, ce qui n'était malheureusement pas le cas, car j'aurais adoré voir un tel foreshadowing. Cependant, Koby travaillait déjà la nuit à l'époque, quand ses camarades, eux, dormaient paisiblement, ce qui creuse indéniablement un fossé entre lui et eux. Aujourd'hui, et seulement 2 ans après le début de sa propre aventure à lui, il est devenu un talentueux utilisateur de haki. Et oui, le haki va devenir le sujet de cette analyse, car comme vous l'avez sans doute remarqué, le Honesty Impact était une attaque requérant l'utilisation du haki de l'armement sur le point de Koby. Toutefois, il n'en est pas à sa première utilisation. Il faut d'abord réaliser la place qu'a le haki chez Koby et elle est assez importante. Il a éveillé pour la première fois pendant la guerre de Marineford. Le traumatisme de cette guerre lui a débloqué le haki de l'observation, lui faisant ressentir les maux de tous les blessés du champ de bataille. Koby était donc l'un des rares personnages à nous avoir introduit le haki. Après l'ellipse, son affinité avec ce pouvoir s'est davantage prononcée puisque sa dernière vive card en date révèle qu'il possède un haki de l'observation particulièrement aiguisé qui lui a permis entre autres de sentir la puissance émanant de Kyros ou encore la torpille qui fut envoyée sur le navire du royaume de Dressrosa. S'il n'a cependant jamais utilisé publiquement le haki de l'armement, cette même vive carte confirme qu'il le possède bel et bien comme nous le constatons aujourd'hui, signifiant donc que ce n'est pas une première pour lui. Pourquoi est-ce si important? Eh ben c'est important car Koby vient d'utiliser pour la première fois le haki de l'armement avancé, le fameux Ryuo de Wano Kuni. Et peut-être même en allant plus loin, les premiers signes de haki des rois. Pour l'hypothèse du haki de l'armement avancé, elle est très solide pour la simple et bonne raison que l'attaque de Koby montre une certaine distance entre l'impact et le bras détruit. Rayleigh nous a montré une utilisation similaire du haki, tout comme l'ont fait les amiraux en protégeant l'échafaud de l'attaque de Barbe Blanche à Marineford. Nous sommes donc aujourd'hui d'accord pour dire qu'il s'agit d'une utilisation très avancée du haki basique. Ensuite, nous pouvons y voir un véritable parallèle entre Garp et Koby et Yogoro et Luffy. Quand Luffy s'entraînait à l'utilisation du haki de l'armement avancé sur Wano Kuni, Yogoro lui a bien enseigné que c'était dans les situations critiques que la force s'épanouissait. C'est en effet quand il n'avait plus d'autre choix qu'il est parvenu à utiliser ce pouvoir qu'il peinait tant à maîtriser. Par la suite, Luffy en fera usage sans mal et parviendra à frapper Kaido sans le toucher exactement comme Yogoro le lui a appris. Garp a donc fait pareil que Yogoro aujourd'hui avec Koby. Il connaît son
potentiel mieux que personne, il sait de quoi il est capable, il sait quelle force sommeille en lui. Détruire le bras de Pizarro était inimaginable pour Kobe et il ne se sentait pas à la hauteur. Pourtant, il n'avait pas le choix et a réussi avec brio. Cette relation de mentor et élève est précieuse tout en étant parfaitement démontrée dans ce chapitre. Garp avait assez confiance en Kobe pour lui réserver cette tâche et Kobe lui avait assez confiance en Garp et en son jugement. Je parlais du Haki des rois plutôt. Est-ce réellement le cas? Kobe est-il en train de dévoiler une partie de ce pouvoir réservé aux conquérants? Sans pouvoir l'affirmer ou non, certains indices ne sont cependant pas à négliger. L'éclair noir autour du poing est l'un des principaux signes du Haki des rois enduit. Si on remonte au chapitre 1010, là où Luffy l'a utilisé pour la première fois, nous pouvons retrouver une scène parfaitement identique à celle que Kobe nous a proposée aujourd'hui. À la différence près que les éclairs sont moins prononcés, que ce soit autour du poing ou au niveau de l'impact de sa technique. Ce qui laisse supposer que, bien qu'il puisse l'avoir utilisé, le Haki des rois enduit était bien moins puissant que celui de Luffy et n'en serait qu'un très faible résidu. Celui de Luffy ou même celui de Garp. Page finale du chapitre 1080, Garp à son tour utilise le Galaxy Impact avec ce qui semble être un point enduit de Haki des rois comme en témoignent les éclairs jaillissant de toutes parts. L'intensité de l'attaque et des éclairs encore bien supérieure à ceux de Luffy laisse suggérer que Garp est un véritable maître dans l'utilisation de cette forme de Haki, ce qui ne serait pas étonnant venant de l'homme ayant combattu et obtenu le respect de Goldie Roger en personne. Je parle du chapitre 1080 mais même dans celui-ci, lorsqu'il utilise l'attaque Galaxy Divide, il génère des éclairs noirs de Haki et frappe Pizarro sans vraiment le toucher. Alors est-ce un hasard que Kobe avec son Honesty Impact, très largement inspiré du Galaxy Impact de Garp, parvienne à réaliser une telle prouesse? Non, tout simplement car lui aussi aurait utilisé à un niveau très infime, certes, le Haki des rois. Ce qui doit vous faire tiquer parce que je commence à vous connaître, c'est que Kobe puisse posséder le Haki des rois. Déjà que certains avaient du mal à l'imaginer chez Garp, j'imagine que ça doit vous paraître encore plus improbable chez Kobe. Pourtant, je vais devoir défendre certains points. Au-delà des comparaisons que j'ai pu faire avec les attaques de Luffy et les éclairs de Haki, parlons désormais de symbolique. Saviez-vous que Sengoku possède le Haki des rois? Si c'est le cas pour certains d'entre vous, j'imagine que cette révélation faite dans un databook Vivecard ait pu se faire discrète chez d'autres. Si Oda a décidé de donner le Haki à ce dernier, pourquoi Garp lui ne l'aurait pas? Lui qui pourrait être considéré comme le plus puissant marine ne possédant pas de fruit du démon. Lui qui affronte d'autres utilisateurs du Haki des rois comme Roger ou même Shinjao. Et dans le cas de ce dernier, parvient à le vaincre. Il serait évident que le grand héros de la marine possède un tel pouvoir. Le Haki des rois existe chez ceux parvenant à s'élever bien au-delà des autres et Garp nous l'a très largement prouvé, que ce soit dans le passé ou même aujourd'hui dans cette grande guerre contre les pirates d'un empereur. Si c'est le cas, alors Kobe doit lui aussi le posséder. Pourquoi? Tout simplement car il doit être l'héritier du symbole que représente Garp. S'ils sont tous les deux nommés héros, ce n'est pas pour rien. Kobe est l'avenir de la marine. Il est le premier personnage que Luffy a rencontré et le premier qui l'a aidé à réaliser son rêve. Il est littéralement le premier personnage qu'il a su sauver. Son rêve, sa promesse et son destin sont de devenir l'égal de Luffy, un égal dans la marine. Certes, un écart de puissance se fera toujours ressentir. Il n'en reste pas moins celui qui devra devenir le Garp de l'autre qui deviendra Roger. Qu'il ait le Haki des rois est donc un strict minimum pour oser combattre Luffy, oui, mais pas seulement. Quand Kobe sera amiral, les pirates gagneront aussi en puissance et posséder le Haki des rois sera nécessaire pour l'homme qui représentera la force et l'héroïsme de la marine. Donc même si ça reste qu'au titre de théorie pour l'instant, oui, Kobe peut prétendre posséder le Haki des rois et il n'y aurait rien d'étonnant à cela. Plus le manga avance et plus ce pouvoir s'éveille chez les personnages à haut potentiel. Et la pupille de Garp est très clairement le candidat parfait pour développer une telle puissance. Quoi qu'il en soit, le Honesty Impact dévoile timidement la véritable force qui sommeille en lui. Il se doit encore de la contrôler, il doit encore forger son corps et son esprit, mais la relève est assurée à n'en pas douter. Maintenant que le danger de Pizarro est écarté, que Gruss a récupéré les débris grâce à son pouvoir et que Kobe est sauvé par Elmep, l'heure est de quitter la ruche, mais aussi de quitter Garp. Garp reste sur l'île des pirates, entouré des pirates de Teach, plantés par une attaque d'Aokiji. Riant aux larmes, le futur des marines s'éloigne en mer, sous ses ordres. Il semble que nous vivons aujourd'hui la fin du héros de la marine. La fin du héros, mais aussi la fin de cette longue partie consacrée à la ruche, puisque ce chapitre se clôt sur un retour à Egghead, précisément 10 chapitres après l'avoir quitté. Une multitude de navires de la marine encerclent l'île du futur et le narrateur termine avec ces mots. Dans les journaux de demain, le retour du jeune héros capitaine Kobe, le destin inconnu du légendaire héros Garp sur la ruche et le siège de l'île du futur d'Egghead par l'empereur Luffy au chapeau de paille seront reportés au monde entier. Bon, eh bien, pour une fin de chapitre, je crois qu'elle rentre dans le top 10 des plus inquiétantes, traumatisantes ou même des plus alarmantes. Garp est-il vraiment mort? Vient-il véritablement de se sacrifier là aujourd'hui sous nos yeux pour les 26 ans de One Piece que nous venons de fêter à l'instant? Découvrez avec moi la théorie et l'analyse de la disparition du légendaire Garp.
le héros. Garp n'est pas mort, mais ce qui l'attend est possiblement pire pour lui, mais aussi pour la marine et le gouvernement. Je vous propose 3 parties distinctes pour comprendre la théorie qui va suivre et commençons dès à présent avec le plan d'Aokiji. Je suis toujours celui que j'ai été, Smoker. C'est la réponse qu'a donnée Kuzan à son ami dans le chapitre 699. Smoker s'inquiétait de savoir si Kuzan avait flanché du côté obscur. Il faut dire que les rumeurs commençaient à l'affilier à Barbe Noire, ce qui n'est certainement pas la meilleure réputation qu'un ancien amiral puisse avoir. Toutefois, cette simple phrase, qu'il n'a pas changée, n'est pas destinée qu'à rassurer son ami, mais aussi et surtout nous, lecteurs soucieux et intrigués d'un tel retournement de situation. Aokiji a toujours été différent des amiraux. Fujitora est peut-être le seul qui se rapproche de lui et de sa justice et de son éthique. Son sens moral l'a empêché de tuer Zoro en le conservant dans la Ice Time Capsule et de tuer Nico Robin en lui offrant une échappatoire il y a plus de 20 ans, scellant ainsi l'espoir du gouvernement mondial de cacher leurs secrets pendant encore de nombreuses années. De par ses actes, Aokiji a directement influencé la révélation du One Piece. Zoro a sauvé les livres d'Ohara, permettant à Vegapunk de les étudier et d'accumuler tout le savoir des archéologues sur l'ancien monde et le siècle oublié. Robin utilise sa capacité à déchiffrer les poneglyphes et va guider Luffy sur l'Aftel, lui permettant de découvrir le One Piece et la véritable histoire du monde. Aokiji est la cause de cet événement dont l'ampleur n'est même pas mesurable tant il est exceptionnel. Le croyez-vous capable aujourd'hui de tuer Garp? Le même Garp pour qui il tient une dette éternelle? Le même Garp qu'il a entraîné pendant des dizaines d'années consécutives et qu'il considérait lui aussi comme sa pupille au même titre que Kobe actuellement? Si à mes yeux cela paraît tant impossible, c'est sans doute car je n'arrive pas à voir le véritable intérêt pour une personne aussi bienveillante qu'Aokiji de rejoindre un équipage si machiavélique que celui de Barbe Noire. Ils sont l'exact opposé, et si on pouvait croire qu'Aokiji avait changé suite à son combat contre Akainu, comme je disais plus tôt, ce n'est pas le cas. Il est toujours le même et il a affirmé à Smoker. On revient inévitablement sur la théorie d'Aokiji, membre des révolutionnaires, et je suis sans doute le plus grand partisan de cette idée. Si Aokiji possède toujours cette bonne âme et cette véritable justice qui brûle en lui, quel meilleur groupe que les révolutionnaires pour combattre le mal et l'oppression? Il pourrait faire partie du Sword, certes, mais ces derniers chapitres me donnent la sensation que ce n'est pas le cas, car absolument personne, aucun marine, membre du Sword ou même le Gorosei en personne, ne sous-entend qu'il fait part de ce groupe secret dont ils ont pourtant l'entière connaissance. Et comme Aokiji l'a dit lui-même à Smoker, encore une fois, on peut accomplir un certain nombre de choses sans forcément appartenir à la marine. Et il y en a d'autres dont on prend conscience justement parce qu'on n'en fait pas partie. Voici l'aveu qu'Aokiji n'a plus rien à voir avec la marine et le Sword puisqu'il ferait partie de l'armée révolutionnaire et il est beaucoup plus lié à Dragon que vous ne pouvez l'imaginer. Tout d'abord, Dragon reste le fils de Garp. Ils partagent tous les deux une vision similaire du monde et de la liberté. Après avoir eu Garp en mentor pendant des années, après avoir épargné Luffy à plusieurs reprises, il ne reste que Dragon pour qu'Aokiji ait un lien avec tous les Monkey D. Et qui d'autre que le chef des révolutionnaires pour accueillir dans ses rangs l'homme qui a sauvé Ohara? Aokiji a épargné Robin et Zoro pour que le rêve de Clover continue de vivre, et je rappelle que Dragon était ami avec l'archéologue d'Ohara, comme en témoigne le chapitre 1066. Dans ce chapitre, nous apprenions que Dragon connaissait Vegapunk, mais aussi Clover. Pas seulement, nous apprenons également qu'il a fondé l'armée des révolutionnaires suite au massacre d'Ohara. C'est ça la réponse que le monde attendait. Dragon, chef des révolutionnaires, porteur de cette volonté de libérer le monde. Robin, membre temporaire des révolutionnaires, porteuse de la volonté de découvrir la véritable histoire. Aokiji, présumé révolutionnaire, porteur de la volonté d'une justice juste et morale. Ce trio représente la parfaite symbolique de la libération, qu'elle soit humaine ou historique. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je ressens ce sentiment qu'Aokiji n'est qu'un infiltré au sein de l'équipage de Barbe Noire, n'agissant que pour un bien plus grand et nécessaire à la cause révolutionnaire. Au-delà de ses actes, son véritable désir n'est donc pas de tuer Garp et il ferait tout son possible pour le garder en vie. Si cette fin de chapitre peut sembler aux antipodes de cette réflexion, l'air grave d'Aokiji en est la preuve parfaite. Et c'est justement car il aurait un plan bien précis pour sauver Garp que nous arrivons à la deuxième partie de cette théorie. Contrairement à ce que veut nous faire croire cette dernière case montrant Garp rire aux larmes, un pic glacé traversant son corps, il n'est pas mort, le sourire aux lèvres comme nous l'ont habitué les autres dits. Quand Barbe Blanche est décédée sur Marineford, le narrateur lui-même prit la parole pour narrer les exploits du Yonko. Cette fois-ci, le narrateur s'est bien manifesté, oui, mais pour révéler que le destin de Garp était inconnu. Preuve parfaite que son sort, bien qu'il soit inquiétant, n'est pas si funeste que le laisse croire ce chapitre. S'il n'est pas mort, alors que lui est-il arrivé et que va-t-il se passer par la suite? Je pense qu'il est temps de recontextualiser tout
toute l'origine de cette grande guerre sur la ruche. Comme ce chapitre nous l'a expliqué, Koby s'est livré lui-même à Teach qui comptait faire prisonnier des centaines de marines sur son île après avoir attaqué Amazon Lily pour s'emparer des pouvoirs de bois Hancock. Le plan de Barbe Noire semblait déjà bien rodé à ce moment-là car en kidnappant des marines, quels qu'ils soient, il semblait vouloir les troquer contre un tout nouveau titre, celui de roi. Teach voulait faire de la ruche un pays officiel et reconnu par le gouvernement mondial et Koby, le jeune et talentueux héros de la marine, était la clé pour atteindre ce qu'il considère comme un rêve. Malheureusement, en tant que membre du Sword, la valeur de Koby aux yeux de la marine est nulle, réduisant à néant les espoirs de Teach, ou presque. En tant qu'héros, Teach était bien conscient que la marine ne l'abandonnerait pas, et il avait totalement raison, puisque Garp en personne est venu le sauver. Son plan se déroule finalement à la perfection, bien que Koby ne soit d'aucune valeur, Garp, lui, est inestimable. Barbe Noire n'aura plus à se contenter du jeune héros, mais bien du héros légendaire que son équipage vient de capturer. Certes, son île est détruite, une grande partie de ses esclaves se sont échappés, mais Aokiji garde en vie Garp pour qu'il puisse servir de monnaie d'échange à Teach auprès du gouvernement. Ce même gouvernement n'aura pas le choix, laisser le héros légendaire aux mains des ennemis qu'il a combattu toute sa vie serait le plus grand déshonneur que la marine pourrait vivre. C'est pourquoi, comme je l'avais théorisé dans la dernière review du chapitre 1087, Teach utilisera Garp pour atteindre son objectif et il y parviendra. C'est également pourquoi il n'est pas mort et Garp ne doit pas mourir avant que cet échange ne se soit concrétisé, car mort, le deal de Teach n'aurait plus aucune valeur. Mais ce n'est pas tout. Lors du live review analyse du dernier chapitre que Nina et moi avons fait sur Twitch dimanche dernier, j'ai émis une brève hypothèse sur l'intérêt de capturer Garp pour Teach et le danger que ça peut représenter pour le gouvernement. En effet, Barbe Noire a un atout très précieux dans sa manche depuis une vingtaine de chapitres, un personnage capable de lire dans les souvenirs des autres et de découvrir tous leurs plus grands secrets. Charlotte Pudding, la précieuse fille de Big Mom, membre de la tribu des Trois Yeux et présumée capable de décrypter les poneglyphes, possède également les pouvoirs du Memo no Mi, le fruit du démon capable de manipuler les souvenirs d'un personnage et surtout de les extraire. Et si c'était là, une autre partie du plan de Teach. Grâce à Pudding et son Memo no Mi, il pourrait découvrir les secrets que cache Garp, des secrets relatifs à l'incident de God Valley s'étant déroulé 38 ans plus tôt et qui a fait de lui le héros aux yeux du monde. En prenant conscience des liens profonds qui unissent Roxy Chebek et Marshall D. Teach, il est totalement possible et prévisible que Barbe Noire s'intéresse aux souvenirs de l'homme l'ayant combattu et peut-être l'ayant tué avec Roger. Tous les éléments coïncident trop pour ne pas relier le plan de Teach à l'avènement de Chebek, le plus démoniaque des 10 connus à ce jour. Découvrir les souvenirs de Garp à son sujet, c'est découvrir quel pouvoir avait Chebek, quelles étaient les raisons l'ayant poussé à attaquer God Valley et ultimement découvrir ce qui lui est arrivé et si Chebek est véritablement mort. Voilà en quoi Monkey D. Garp est si important et pourquoi il ne doit pas mourir, du moins pas tout de suite. Malgré la cohérence d'un tel scénario, la faucheuse rôde toujours autour du grand-père de Luffy et vous allez le découvrir dans la dernière partie de cette théorie. La fin du héros est dangereusement proche. Seriez-vous capable de me citer un seul marine, excepté Z bien entendu, mort dans One Piece et dont la mort a secoué le monde entier? Pourtant chez les pirates on peut aisément parler de Roger qui a lancé une véritable vague de piraterie, ou encore Barbe Blanche qui a confirmé l'existence du One Piece. Mais du côté de la marine et donc du gouvernement, personne n'est mort prenant en message final les plus grandes ambitions pour lesquelles ils se battaient comme l'ont fait les pirates. Et ça va changer, Garp en sera la victime et Teach le bourreau. Il existe effectivement un monde où Teach finit par tuer Garp et la théorie de Nina à ce sujet pourrait peut-être bien vous convaincre. C'est encore une fois durant le live de la semaine dernière où l'on théorisait sur le futur de Garp que Nina émit l'hypothèse que Teach pourrait exécuter publiquement Garp. Une ironie du sort quand ce sont habituellement les marines qui exécutent les pirates, le rôle serait aujourd'hui changé. L'intérêt serait alors d'avoir une perte exceptionnelle chez la marine, une perte que Teach utiliserait pour créer la peur et semer la discorde au sein de la plus grande organisation militaire. L'exécution publique du héros marquerait un tournant absolu pour la justice et serait un avertissement sans précédent de la puissance que les pirates ont acquis ces dernières années. Pourtant, si je vous disais que ce plan minutieux et somme toute intelligent que pourrait mettre en action Teach serait, tout comme l'exécution de Roger pour le gouvernement, une grave erreur pour les pirates. Plus que jamais, ces derniers chapitres nous ont appris à ne pas sous-estimer la marine. Je ne parle pas de la marine déshumanisée d'Akainu, mais bien de la vraie marine, de la vraie justice, celle que Garp porte sur ses épaules. Dans ses dernières paroles au Sword, Garp a bien précisé que le Sword précisément était l'avenir de la marine. Et effectivement, le Sword est un groupe de soldats à l'opposé de ce qu'est la marine aujourd'hui. Quand le gouvernement vivra un véritable renversement, la marine aussi, et c'est la bonne justice qui prendra le dessus. Mais pour cela, il faut une mort, et c'est dans la mort que les paroles de Garp résonneront. Ces derniers chapitres ont servi à développer l'importance primordiale de la justice pour la suite de One Piece. Si les pirates sont pour nous la signification de la liberté et le rêve ultime dans One Piece, tous ne sont pas aussi bons que Luffy et les Mugiwara. La marine est utile, elle est primordiale pour effréner les
pires criminels. Luffy apportera peut-être la libération des peuples, mais sans la marine, il n'y aura aucune paix durable. Cet incident sur la ruche met en place le rôle final qu'aura Kobe et la bonne justice aux yeux du monde. Comme l'a dit Garp, cet événement résonnera longtemps dans l'esprit des pirates et agira comme un véritable avertissement, ce qui est absolument vrai et inévitable. La preuve qu'un seul héros et son groupe ont été capables d'envahir le territoire d'un Yonko et de les combattre reste l'une des plus grandes prouesses que la marine ait pu accomplir. Et si Garp doit mourir pour mettre le point final sur cet incident et divulguer au monde le discours ultime de la justice, c'est désormais à Kobe de porter ce fardeau, ce lourd poids de héros sur ses épaules. S'il nous a prouvé à maintes reprises qu'il en était capable, ce chapitre a davantage accentué ce sentiment, quand Yamakaji, pourtant vice-amiral de la marine, n'a pas eu le courage de se sacrifier pour ses soldats quand Kobe, lui, n'a pas hésité une seule seconde. Kobe est donc aussi un peu notre héros, il est cet aspect que Luffy ne nous montre pas forcément dans l'œuvre, lui qui est toujours si fort et qui a plus ou moins toujours semblé l'être, en tout cas depuis le début de One Piece. Kobe nous a prouvé aujourd'hui que rien ne s'obtient sans un entraînement acharné, que l'on peut partir du plus bas de l'échelle pour atteindre les plus hauts sommets. Oda, à travers le jeune héros de la marine, nous prouve que rien ni personne ne peut aller à l'encontre d'une volonté de fer. Teach pourrait bel et bien exécuter Garp en représailles du chaos sur son île comme un avertissement de la puissance que les pirates possèdent. Pourtant, si Garp meurt ainsi, ce jour marquera aussi l'avènement de Kobe en tant que nouveau héros légendaire. C'est lui qui devra prendre sa place et qui finira par la prendre d'ici la fin de One Piece. Il deviendra autant important pour la marine que ne le sera Luffy pour la piraterie. La justice l'emporte toujours, c'est une vérité mais pas n'importe laquelle, et Garp le sait pertinemment. L'avenir du monde repose sur bien des épaules et Kobe en sera l'un des principaux acteurs. Sa bonté et son humanité fera de lui l'amiral ou l'amiral en chef le plus exceptionnel qui n'aura jamais servi dans les rangs de la marine. La flamme d'un héros va peut-être s'éteindre, mais celle d'un autre commence tout juste à brûler d'un feu ardent.